Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça y est, il est 17 heures. Nous sommes heureux de vous accueillir sur notre échange SIAMT qui s'intitule La résilience face aux épreuves. On a bien vu ces dernières années que nous traversons des épreuves successives, vous avec moi ou vous sans moi, dans votre sphère privée et dans votre tourbillon professionnel. Nous avons été confrontés à pas mal de choses. Il y a eu les attentats, il y a eu des crises financières, on a eu, cerise sur le gâteau, depuis le début de cette année, on a la crise sanitaire majeure. Donc, la grande majorité des Français a été confrontée à des épreuves, des notions de maladie, des notions de décès, des notions de risque de contamination. Donc, on a été un peu euh, chaviré par pas mal de choses. Donc, comment faire face à toutes ces épreuves? Comment retrouver un semblant de sérénité pour pouvoir continuer à vivre et surtout de pouvoir rebondir plus tard? Pour évoquer ce sujet avec vous, nous sommes accompagnés ce soir par Anne-Véronique Herter, qui est psychologue du travail au sein de CRISAP. Anne-Véronique, bonjour. Bonjour. Bonjour Vin, bonjour Erwan. Oui, effectivement, enfin, je suis chez CRISAP responsable de la prévention des risques psychosociaux et des situations humaines sensibles. Mon travail consiste à accompagner les entreprises dans l'élaboration d'enquêtes quand c'est nécessaire sur des présomptions de harcèlement, harcèlement moral, sexuel, comportement inapproprié, et également faire beaucoup d'accompagnement, de formation sur la prévention des risques et également des médiations, puisque je suis médiatrice du travail également. Et parallèlement à ça, auteur d'un essai, d'un documentaire sur le harcèlement moral au travail. Voilà. Parfait. Merci Anne-Véronique Herter. Nous sommes accompagnés également d'Erwan Devez. Je pense que vous le connaissez depuis quelque temps puisqu'il est l'un de nos partenaires experts en neuromanagement et neurosciences. Erwan. Bonjour Vin, bonjour à tous. Oui, donc je suis effectivement spécialisé en neuroleadership, neuromanagement, mais aujourd'hui je vais aussi intervenir je vais reprendre une autre casquette ou différentes casquettes, notamment une casquette qui a été la première étape de mon parcours professionnel, puisque j'ai travaillé 10 ans dans les pays en guerre, donc pour le Comité international de la Croix-Rouge. Donc, très habitué à la gestion de crise, pré-confinement, confinement, post-confinement, et puis évidemment toutes les problématiques qui peuvent se poser lors de ces situations difficiles. Et puis peut-être aussi sur un registre un tout petit peu plus personnel, dans mon parcours de vie qui a été âpre, on va dire. J'ai traversé des épreuves assez nombreuses, des décès, des maladies, etc. Et donc, cette question de la résilience, en fait, pour tout vous dire, ça fait 40 ans que je travaille dessus. Et donc, peut-être que ce soir, c'est aussi l'occasion d'intervenir à ces différents titres-là, parce qu'une chose qui est très importante, c'est qu'on va avoir évidemment un discours, une approche théorique de tout cela, mais il faut aussi avoir une approche ancrée dans le réel, et la résilience, c'est avant tout de l'expérientiel. Merci Erwan. Donc la première question ce soir à vous poser, c'est comment allez-vous? Donc vous avez tout à fait la possibilité de nous répondre. Dans ce cas-là, voilà, cochez la case qui correspond à votre état de santé psychique et votre ressenti de ce soir. Et cela nous permettrait de nous positionner et comment adapter notre discours vis-à-vis de votre état ce soir. En attendant la fin du sondage, nous allons démarrer avec Anne-Véronique Herter. Anne-Véronique, ces derniers temps, depuis le début de l'année, on a vu qu'on était un peu chahuté. Premier confinement, déconfinement, reconfinement. Comment vont nos salariés en France et en Île-de-France? Alors, nos salariés
vont pas toujours très bien, ça a été compliqué. Et déjà, on peut s'appuyer sur quelques chiffres que j'ai retrouvés qui sont assez intéressants. Le tout premier, 44% des salariés qui se déclaraient en détresse psychologique, et on parlait à l'époque, parce que c'était en avril 2020, après le premier confinement, mais on était toujours bien dans le premier confinement en avril. Ils étaient déjà en détresse. En juin, juillet, donc pendant l'été, on avait 45% d'entre eux qui se sentaient plus fatigués physiquement et psychologiquement qu'avant le début de la crise sanitaire, ce qui est assez intéressant parce que ces personnes-là étaient beaucoup, pour la plupart, en télétravail subi, et on s'aperçoit qu'en télétravail, on peut être aussi plus fatigué physiquement et psychologiquement, alors qu'il y a une idée quand même un petit peu préconçue où les salariés entendaient quand ils étaient en télétravail, ah, tu travailles de chez toi, donc tu travailles pas. Donc là, on a tous compris que travailler de chez soi, ça pouvait être aussi beaucoup de travail et aussi des stress et des tensions supplémentaires. Et sur une étude qui a été faite en octobre 2020, on voit que 75% des actifs affirment que la pandémie a eu des effets néfastes sur leur santé morale. Et on le sait, évidemment, c'est anxiogène, c'est compliqué. Vous l'avez dit, Vin, on a confiné, on a déconfiné, on reconfine, on ne sait pas ce qui se passera plus tard. C'est vraiment pas une situation facile. Donc, nos salariés, et on le voit dans les enquêtes qu'on peut faire, mais aussi l'accompagnement psychologique de nos psychologues qui rencontrent des salariés tous les jours, vivent tout ça de façon très compliquée. Mais ils ne savent pas toujours pourquoi, parce qu'ils se disent « j'ai toujours mon travail, pourquoi ça se passe mal ?» Mais parce qu'on est dans une période de changement. Et le changement, ça peut être un changement de rythme, ça peut être une nouvelle organisation, un déménagement, mais la crise qu'on vit aujourd'hui, c'est bien un changement, et c'est un changement majeur. Même si on n'a pas de malade autour de soi, même si on n'a pas été touché par la Covid, même si on a l'impression que ça arrive aux autres et que ça n'arrive pas à soi. C'est une demande d'adaptabilité, d'adaptation qui est compliquée. Et chaque changement suscite des émotions, positives ou négatives. Là, dans la crise, c'est plutôt négatif, des craintes, des peurs, des résistances, et tout ça, ça peut amener à des conflits. Donc forcément, le contexte qu'on vit aujourd'hui n'aide absolument pas à aller bien, et on a bien besoin de résilience. Le changement apporte des impacts émotionnels, mais en fait, si vous avez des salariés ou si vous-même, vous ne montrez rien, ça ne veut pas dire que vous ne ressentez rien. Certaines personnes l'expriment et vont dire là, je ne sais pas quoi dire. Là, je n'ai pas de mots. Donc là, ils expriment qu'ils ne savent pas dire. Mais d'autres personnes auront l'air d'aller très bien, de passer comme si tout allait bien. Et en fait, c'est un brasier intérieur, c'est un feu, c'est extrêmement compliqué. Il peut y avoir des symptômes, il peut y avoir des pathologies, il peut y avoir des problèmes de santé. Donc, il ne faut pas se dire que si rien ne se voit, rien ne se vit. Ça, ce n'est pas le cas. Et donc, le fait de pouvoir intégrer de la résilience dans notre façon de vivre, et là, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, aussi au niveau du travail, ça va permettre de pouvoir s'adapter et d'avancer. Mais quelles conséquences dans ce cas-là de tous ces impacts? Déjà, les conséquences, les premières, c'est que s'il n'y a pas de résilience, c'est-à-dire que si on se met vraiment dans une absence de lâcher prise, on va cultiver sa peur ou son déni, on va être dans un stress plus important, on va être en colère face à notre impuissance, parce que c'est inacceptable d'être coincé, de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, ce sont des choses qui font du mal au corps et à l'esprit. Finalement, certains vont être dans le silence ou vont être dans l'isolement. On peut perdre du sens aussi à son travail. À quoi bon continuer puisqu'on n'y arrivera pas? La démotivation, l'abattement, même le cynisme, tout ça, ça a des répercussions sur soi, mais ça a aussi des répercussions sur son équipe, parce que c'est contagieux, hein, on le sait, quand quelqu'un va pas bien ou quand quelqu'un commence à être déprimé et l'exprime ou ne l'exprime pas, mais les autres vont le ressentir, et même à distance. Et donc, ça peut avoir aussi des incidences sur l'entreprise et sur toute l'organisation. Donc, en fait, concrètement, comment on va faire? Comment on va faire pour que la résilience soit une arme positive? Comment on va faire pour utiliser toutes les émotions qui nous mangent un petit peu, qui nous broient, toutes celles qu'on essaye de cacher tout le temps? Et jusqu'à, d'ailleurs, peu de temps, finalement, avoir des émotions, c'était presque quelque chose une preuve de fragilité. Aujourd'hui, on va s'en servir, et aujourd'hui, on peut s'en servir. Et ces émotions peuvent devenir des forces. Et comment on va utiliser ces forces intérieures et notre propre capacité de rebond pour éviter de se laisser envahir par l'anxiété, par les peurs, et pour pouvoir avancer et tirer des conclusions de tout ça, tirer des conclusions de ces erreurs,
accepter l'acceptable, faire avec l'inacceptable et continuer à avancer. Le moral des salariés, il est bas, donc on l'a dit et on va le redire, il y a eu le confinement, le déconfinement, le reconfinement, la danse n'est pas finie, la valse ce sera à 2 temps, 3 temps, 4 temps, on ne sait pas, mais on doit faire avec et on va continuer. Et on a quand même tout ce potentiel qu'on a développé, notre façon de travailler qui a changé, on a réussi. On fait des choses aujourd'hui qu'on ne faisait pas il y a 6 mois. Honnêtement, on s'est réinventé et ça aussi, ça fait partie de la résilience. En fait, la résilience, on l'a intégrée, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, il faut vraiment faire en sorte que les incertitudes, la fatigue, le stress ou le perte de sens ne soient qu'un passage anecdotique presque ou du passé et qu'on puisse avancer justement grâce à la résilience. Donc, on va s'intéresser à ça. Mais concrètement, c'est quoi la résilience? Parce que depuis quelque temps, on entend beaucoup et on lit beaucoup dans la presse écrite nous parler de la résilience et puis on évoquera plus tard avec Erwan de la croissance post-traumatique. Donc, c'est quoi la résilience actuellement? Oui, la résilience, c'est un mot magique. Ce sont des mots qu'on a entendus comme l'empathie, la bienveillance, la résilience. Ce sont des mots qu'on utilise et finalement qu'on n'utilise pas forcément bien. Pour la résilience, j'ai envie de dire que tout ce qui va nous permettre d'avancer, c'est une bonne définition. C'est très personnel. On pourrait le dire tous de façon différente. Mais je crois que ce qui nous rassemble dans cette résilience aujourd'hui, c'est 5 points essentiels que j'ai envie de développer avec vous aujourd'hui en tout cas. Le premier, c'est de rester debout, de ne pas être abattu, de ne pas être sidéré, un petit peu comme le lapin dans le phare des voitures, dans les phares de voiture, de ne pas rester dans sa propre culpabilité, de ne pas rester figé. Ensuite, c'est de savoir s'adapter. Il faut se faire confiance pour s'adapter et il faut faire confiance à ses équipes et aux personnes avec qui on travaille. Et c'est très compliqué. Quelquefois, on fait confiance aux autres, mais pas à soi, ça ne va pas marcher. Donc, il faut apprendre à se faire confiance et à faire confiance, j'ai envie de dire un grand mot, au destin, à la vie, je ne sais pas, aux forces qui nous animent pour se dire qu'on va s'en sortir. Jusque-là, on est vivant, on est toujours là, on avance. Donc, c'est vraiment une adaptabilité qu'on a connue et qu'on doit encore continuer à nourrir. Il faut se réinventer. Et ça, c'est compliqué et j'ai l'impression qu'il y a une grande timidité. Je ne sais pas si c'est typiquement français, mais en tout cas, une sorte d'humilité à pas oser, à être créatif, mais du bout des doigts, parce que si on a un autre métier, on n'est pas là pour être créatif, mais on peut tous être créatifs. Donc, la créativité, le fait de réinventer sa façon de travailler ou de changer ses objectifs ou de modifier les choses, c'est vraiment une force importante. En tout cas, ça fait partie de la résilience. Enfin, on a apprendre à se renouveler et c'est aussi assumer ses erreurs et savoir se dépasser et assumer les erreurs des autres et savoir les dépasser aussi. On a tous été obligés de s'adapter, de créer, d'innover. Quelquefois, on s'est cassé la figure, ça n'a pas marché, il faut en tirer des conclusions. Mais tout ça, ça a un seul objectif. Finalement, la résilience, si c'était qu'une seule chose, ce serait le rebond, ce serait rebondir et ce serait avancer. Tout ça ne sert à rien si on n'avance pas derrière. Si on est dans l'acceptation et qu'on est créatif, mais que finalement, ça reste sur un bout de papier chez soi, mais qu'on n'ose pas, la résilience, elle n'est pas aboutie. Donc, on est vraiment sur un projet d'action et d'aboutissement. Anne-Véronique, une remarque très judicieuse de Marie-Paul dans la salle. Avant de rester debout, il faudrait déjà se relever. Tout à fait. C'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, je vous remercie pour cette question parce que c'est exactement le premier point. Pour se relever, il faut déjà accepter. Donc, en fait, se relever, c'est compliqué et c'est vrai que tout ce que je dis, c'est quand même des grands mots et c'est théorique. On est sur des slides, on est ensemble et je parle alors que je vous connais pas, je vois pas, je connais pas vos vies. Et ça fait partie aussi des choses importantes d'être dans l'ouverture et dans l'absence de jugement et la compréhension. Et ce que j'ai vécu, c'est pas ce que vous avez vécu. Chacun d'entre vous et chacun d'entre nous. Donc vraiment, il y a pour certains, ça a été extrêmement difficile. Et déjà, de pouvoir être debout, c'est déjà de pouvoir se tenir droit et de ne pas continuer à chuter. Et pour ne pas chuter, la première chose à faire, c'est déjà accepter la situation. Donc, on sait qu'on ne peut pas l'éviter, cette situation. On n'est pas la Covid, on n'est pas au gouvernement, on n'est pas ministre de la Santé, on n'est pas dans les laboratoires pour trouver des solutions. On ne sait pas ce qui se passera dans 6 mois. On doit accepter cette situation et faire au mieux avec ce qu'on a. Donc, ça ne veut pas dire être dans le déni
Ça ne veut pas dire ça n'existe pas, de toute façon, je ne veux pas le savoir. Ça, ce serait être dans quelque chose de dangereux pour pouvoir avancer avec objectivité. Mais accepter, c'est déjà accueillir cette situation et essayer de trouver des solutions ou des débuts de réflexion qui amèneraient à des solutions. En tout cas, c'est surtout ne pas renoncer. Et si vous avez l'impression, vous, aujourd'hui, d'avoir un peu renoncé ou beaucoup renoncé ou complètement renoncé, il est toujours temps de revenir là-dessus et de ne pas renoncer, d'essayer de regarder autrement la situation. Alors, quand j'écris sur cette slide, assumer, c'est pas de notre faute, c'est pas de se reprendre une couche de culpabilité. On n'est pas responsable de ça, mais assumer le fait que ça ne s'est pas passé comme on l'espérait, il faut avancer quand même. En fait, c'est ne pas renoncer, c'est du réalisme, c'est de l'objectivité et c'est du courage. Mais on en a, on est là. Ensuite, on a le fait de relativiser et de se servir de son expérience passée. En fait, c'est adopter une attitude rassurante pour soi et pour les autres et se rappeler des expériences qu'on a eues. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Et on l'a vu là au moment du deuxième confinement, finalement, ça a été accepté d'une façon différente. Alors parfois, ça a été dramatique pour certaines entreprises parce que, évidemment, les objectifs ne seraient absolument pas atteints et ça a été vraiment un coup de massue. Mais pour d'autres, ça a été moins compliqué. En tout cas, il y avait des outils qu'on avait mis en place et qu'on a repris très facilement, beaucoup plus facilement. On utilise des outils qu'on n'utilisait pas. On est beaucoup plus à l'aise avec le numérique. On a réinventé nos métiers. Tous ceux qui maintenant ont changé leur façon de travailler pour pouvoir satisfaire leurs clients, pour pouvoir apporter des réponses, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, de se dire que cette capacité, on l'a, c'est vraiment essentiel. Ensuite, c'est vraiment la méthode des petits pas, c'est se fixer des objectifs qui sont réalistes. L'année, elle se termine, elle a été compliquée, les objectifs ne sont pas atteints ou partiellement ou pas du tout, etc. Mais en fait, il faut lâcher aussi un peu tous ces chiffres, il faut lâcher un peu tout ça. Alors là, vraiment, c'est facile de le dire de ma part, je ne suis pas chef d'entreprise, je n'ai pas mon entreprise qui s'est cassée la figure, donc vous avez le droit de me détester quand je dis ça. Mais après, me détestez plus, écoutez-moi jusqu'au bout, parce que finalement, on peut, avec des petits pas, en tout cas, continuer à avancer et embarquer ses équipes, si on a des équipes, ou en tout cas, avancer pour soi-même. Ça va être, si on n'a pas d'objectifs de résultats modifiables, des objectifs de moyens. Se donner des objectifs par jour, par semaine, par heure, mais des choses qu'on peut atteindre. Parce que quand on les atteint, on est satisfait. Quand on est satisfait, on reprend confiance. Et quand on reprend confiance, on peut aller un petit peu plus loin. C'est ça, les petits pas. Ensuite, on va avoir l'importance de la communication, exprimer les choses. Alors, exprimer avec franchise et bienveillance, ça c'est si vous êtes manager, ça ne veut pas dire tout dire, ça ne veut pas dire être complètement transparent sur la totalité des choses que vous n'avez pas à dire, c'est pas ça. C'est d'être honnête, en fait. C'est d'être honnête avec soi et d'être honnête avec les autres et d'essayer d'éviter de juger la réaction des autres et de juger ses propres réactions. Le nombre de fois dans nos enquêtes, dans nos accompagnements psychologiques, dans tout ce qu'on peut faire autour de nos salariés, on entend non mais c'est de ma faute, je suis nulle, non mais je sais, je réagis comme ça, non mais je pleure, mais c'est de ma faute, c'est parce que je suis fragile. Il faut arrêter ça, il faut arrêter de se juger et de juger les autres parce que il faut s'apaiser par rapport à ça, il faut être positif et accepter ce qu'on est et comme on est. Donc la communication, elle doit aussi passer par l'expression de ses réussites et de ses souffrances et de ses limites. Et le fait de communiquer aussi, c'est d'échanger avec les autres et peut-être de trouver des solutions, peut-être de trouver des éléments qui vont vous permettre d'avancer sur les petits pas dont je parlais tout à l'heure. Et en revanche, vraiment important, essayer d'éviter, surtout dans une période de crise, là, tout ce qui peut être toxique, comme les conversations, on l'avait un peu, les conversations de couloir quand on se retrouvait au bureau. Évitons de s'appeler pour des conversations toxiques aussi. Essayons d'éviter justement tout ce qui était un peu négatif, tout ce qui alimente le noir, le cynisme, le défaitisme. Essayez quand même de vous mettre dans des postures positives le plus possible pour pouvoir continuer à y croire. Ensuite, donc, être positif. Être positif, c'est pas d'être idéaliste, pas d'être naïf, pas d'être inconscient. C'est de faire des bilans sur tout ce que vous avez fait de bien et toujours d'avoir confiance en vous. Très souvent, vous allez porter votre attention, votre confiance, votre énergie pour vos collaborateurs, pour vos clients, pour vos actions, mais pensez à vous. Et la résilience, elle passe par vous. Il faut que vous fassiez aussi tout
pour que vous soyez bien, pour que vous ayez confiance en vous. Et cette confiance, cet état de zénitude, tant qu'on peut, si on peut parler d'apaisement en tout cas, va se ressentir et donc va être aussi la contagieuse, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous pourrez avancer avec des personnes qui vont avoir envie d'avancer avec vous parce que vous serez rassurante. Donc être positif, c'est vraiment donner une force supplémentaire dans votre parcours. Être reconnaissant, alors ça c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Il faut savoir dire merci. Dans la résilience, il faut savoir dire merci. Moi, très souvent, je dis merci, beaucoup, à plein de gens, et souvent, on me dit, mais arrête de me dire merci. Mais non, en fait, j'arrête pas de dire merci parce que c'est aussi une reconnaissance du soutien, de l'écoute, de l'attention. Alors, c'est pas non plus aussi un côté excessif, béat, où je vais dire merci à tout, mais en tout cas, de reconnaître qu'on a eu besoin de l'autre, c'est pas un aveu de faiblesse, et de dire merci pour un travail, pour une écoute, pour un accompagnement, et aussi de reconnaître ses propres succès, et ceux des autres, c'est aussi se mettre dans un état d'esprit positif. La gratitude sert à ça, sert aussi à être dans un état de construction, de combativité positive, d'avancer. Et il n'y a rien de rabaissant que de reconnaître qu'on a eu besoin d'aide et d'avoir été aidé ou de reconnaître sa propre valeur dans un moment difficile. On a aussi besoin de créativité, j'en ai parlé tout à l'heure, et là aussi on se bride énormément, on n'ose pas parce que certains vont nous dire mais non, cette idée elle est nulle, mais non, ça va marcher, ça marchera jamais, etc. Inventez-vous, réinventez-vous, faites preuve d'imagination, laissez-vous faire, laissez proposer vos collaborateurs, laissez une chance au fait d'oser. Parce qu'en fait, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de choses positives qui arrivent que d'éléments négatifs. Dans le fait d'être créatif, on va se dire aussi quelquefois, mais de toute façon, moi, je ne suis pas créative, je ne sais pas faire. On l'est toujours un peu et on peut trouver des solutions. La créativité permet de dépasser ses propres limites et apporte une vraie fierté quand on arrive à mettre quelque chose en place d'innovant. Même une toute petite chose, c'est tellement gratifiant pour soi-même que ça peut être aussi vraiment un pas vers l'objectif de rebond qu'on attend tous. Maintenir le lien, ça c'est important. Et surtout aujourd'hui où on se voit dans le meilleur des cas par petit écran interposé parce qu'on ne voit plus ses collègues, parce que certains ne sont pas retournés au bureau physiquement depuis le mois de mars et je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont y retourner parce que ça va durer encore longtemps. Pour ces personnes-là où en plus elles peuvent vivre seules, là l'isolement est compliqué et c'est très important de garder un lien. Et ce lien est indispensable pour aller au-delà des dossiers, au-delà des problèmes, au-delà des objectifs, au-delà des tensions que vous pouvez vous mettre. C'est de parler aux autres, de savoir comment ils vont et de vous laisser poser la question comment vous allez. Tout à l'heure, on vous a posé la question comment vous vous sentez et c'est bien d'y répondre aussi. Alors, on n'est pas obligé de rentrer dans sa vie privée, de raconter toute sa vie, mais en tout cas, déjà, de se poser la question comment je vais aujourd'hui. C'est un bon baromètre pour savoir aussi comment on tient le coup et ce qu'on pourrait changer pour tenir mieux le coup. Le fait de prendre des nouvelles, c'est essentiel. Maintenant, cette façon de faire, évitons les mails, évitons les SMS, évitons les messageries. Tant qu'à faire, essayons de prendre nos téléphones. Puisqu'on ne peut pas se voir en vrai, puisqu'on ne peut pas se toucher, puisqu'on ne peut pas voir forcément nos expressions de visage, au moins qu'on puisse entendre le son de nos voix et qu'on puisse passer un coup de fil à un collègue, à un collaborateur ou un partenaire pour prendre des nouvelles. C'est essentiel. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on a besoin des autres et on ne peut pas avancer seul. L'avant-dernier point, c'est pardonner. Pour passer de victime à acteur. Je m'explique. Savoir pardonner, ça fait partie de la résilience et c'est important. Mais savoir pardonner, ça ne veut pas dire qu'on met un mouchoir sur le problème, qu'on met un mouchoir sur la crise, qu'on met un mouchoir sur tout ce qu'on a vécu de dramatique ou de compliqué. On ne passe pas derrière, on n'oublie pas le passé.
il est ancré en nous. Et même si on croit qu'on peut l'oublier inconsciemment, et vous, médecins ou spécialistes de la santé aussi, vous le savez, pour ceux qui le sont, vous le savez mieux que moi, le corps imprime beaucoup de choses. Donc, en fait, si vous pensez que vous l'avez oublié, vous l'avez probablement pas oublié et votre corps peut vous le rappeler. Donc, le fait de pardonner, c'est pas oublier, mais c'est en fait d'apaiser la colère, de se dire, voilà, c'est dans l'acceptation. J'ai rien pu faire pour contrôler cette situation, mais c'est ainsi, c'est ainsi. Et en fait, quand on pardonne, c'est finalement le plus compliqué, c'est de se pardonner à soi-même, parce qu'on se rend compte que on pardonne pas à un collaborateur, à un collègue quand il y a un conflit ou qu'il y a quelque chose, mais finalement, si on fouille, on se rend compte que c'est parce qu'on ne se pardonne pas à soi-même la façon dont on a réagi, la façon dont on n'a pas été efficace, la façon dont on n'a pas atteint nos objectifs, la façon dont on n'a pas été un super-héros. Donc là aussi, il faut savoir baisser un peu la pression, baisser les curseurs et se dire non mais voilà, c'est bon, c'est comme ça, j'oublie pas, mais je pardonne, ça veut dire que ben voilà, je passe à autre chose, j'avance et je regarde devant. Donc vraiment, dans le fait de pardonner, c'est aussi d'oublier la culpabilité et ça passe avant tout par soi. Et ça, c'est le point le plus important parce que si on arrive à pardonner, être créatif, se relever quand on n'arrive pas à se relever et ensuite se tenir droit quand on a réussi à se relever, c'est de rebondir, c'est d'avancer. On n'est rien sans ça. L'idée, c'est de se projeter. La résilience, elle est tout sauf passive. C'est pas quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on construit. Et quand je parlais tout à l'heure de passer de victime à acteur, c'est ça, c'est-à-dire que toute une phase où on est victime, on va se dire, c'est pas juste, la crise, elle est horrible, elle a fait ça à mon entreprise, elle m'a fait ça à mon travail, elle a fait ça à mes proches en termes de vie privée, mais après de se dire, qu'est-ce que je peux faire moi pour améliorer ma situation, comment je peux faire pour contourner ces drames. À ce moment-là, même si on est victime de tout ce qui s'est passé, on devient acteur de la suite, acteur du changement. Et là, c'est fort parce que du coup, on se retrouve dans une position dynamique. Et c'est ce dynamisme qui va permettre d'avancer. Et le travail fait progresser et nourrit la confiance. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux et c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer d'être dans le rebond, dans le renouveau. Donc, vraiment, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier et pour moi, un point essentiel, la résilience, c'est notre capacité à apprendre du passé sans colère, sans haine, sans déni et dans la volonté d'avancer avant tout. Anne-Véronique, oui. Dans mes souvenirs, lorsque à la fac de médecine, on a eu quelques cours de Boris Cyrulnik, le maître penseur, je pense, de pas mal de gens, notamment sur la résilience. Et il nous disait qu'il fallait absolument qu'on recherche de la beauté oui. En nous et surtout de la beauté dans tout ce que l'on fait, dans la création, on recherche son prince charmant, sa princesse endormie, que sais-je encore. Donc, est-ce que c'est vrai qu'il faudrait absolument passer d'un état basique de production au quotidien à quelque chose de plus valorisant pour pouvoir sortir un peu de cette grisaille quotidienne ou pas? Alors oui, déjà, j'ai envie de dire, vous avez eu beaucoup de chance de participer à ces cours. Quel bonheur d'avoir des cours de Boris Cyrulnik, effectivement, sur ce genre de sujet. Moi, j'aurais beaucoup aimé. En tout cas, mais oui, la beauté, et la beauté, on va la retrouver dans le sens qu'on a au travail. La beauté, ça va être effectivement de retrouver le positif, la créativité, les choses bien et c'est pas forcément le bon résultat, le bon chiffre sur le bon tableau Excel à la fin de la bonne semaine. La beauté, ça va être aussi le fait d'avoir bien communiqué, bien travaillé avec une équipe, c'était d'avoir trouvé une solution à un problème qui nous empêchait d'avancer. Maintenant, on va pouvoir le faire. La beauté, ça va être d'avoir passé une journée avec moins de réflexions négatives, je sais pas, des clients ou un merci ou un encouragement. La beauté, oui, ça peut être tout ça et c'est essentiel. En fait, c'est ce que je disais dans le fait de pardonner, d'innover, d'être créatif. C'était de voir tout ce qu'il y a de joli dans notre travail. Mais on ne peut pas le faire si on a perdu le sens de notre travail. Parce que si on n'a plus le sens, on ne verra pas la beauté. Donc, il faut garder le sens et se poser les bonnes questions sur ce qu'on fait aujourd'hui. Et si on se rend compte qu'on a perdu le sens de son travail, se poser la question comment on peut faire pour le retrouver. Qu'est-ce qui manque?
Est-ce que je suis responsable? Est-ce que je suis en capacité, non pas responsable dans la culpabilité, mais est-ce que je suis en capacité de retrouver le sens que j'ai perdu parce que je suis en chômage partiel depuis trop longtemps, parce que j'ai perdu tout espoir. Ce que vous préconisez là, est-ce que c'est plus adapté aux épreuves physiques, au traumatisme, ou est-ce que c'est superposable aussi au traumatisme psychique et puis aux épreuves de façon globale? Ah ouais. Alors, je pense que c'est complètement le cas, et on le voit par exemple sur des cas de harcèlement, où on peut avoir des personnes qui se retrouvent dans des situations dramatiques avec des burn-out très longs, des longues années pour s'en remettre, mais ensuite d'avoir réussi à s'en sortir en se donnant le temps, parce que aussi la patience, on en parlait avec l'acceptation, mais l'acceptation, elle peut prendre du temps, et le temps, c'est quelque chose qu'on se donne rarement, et on se relève pas toujours vite, mais effectivement, c'est pas forcé, ça peut être vraiment sur des problématiques psychiques, psychologiques, et quand on a une grande souffrance au niveau de son travail, au niveau de sa vie privée, au niveau, mais qui ne se voit pas physiquement. En revanche, ça peut être dévasté complètement intérieurement et physiquement. Et à ce moment-là, cette résilience, elle va aussi travailler sur l'acceptation de la situation, l'apaisement et la reconstruction, et aussi le fait de l'indulgence. C'est pas un mot que j'ai prononcé là, mais du coup, j'ai envie de le prononcer maintenant, une indulgence pour soi-même et pour les autres. De l'indulgence, parce qu'en général, quand on est victime, j'imagine, d'une maladie ou d'une souffrance professionnelle, en tout cas, on peut se sentir coupable, ça on en a parlé, et donc on peut se sentir responsable, et on n'a pas d'indulgence. En général, on a plus d'indulgence pour les autres que pour soi-même. Et du coup, on va tolérer des choses des autres, mais de soi, on va avoir un traitement, la pire image. Et les pires mots pour soi-même. Et donc vraiment, l'indulgence permettra d'atteindre la beauté dont vous parliez. Je vous écoutais tout à l'heure, vous avez évoqué un mot qui me semblait très, très, très fort. Et Alain, d'ailleurs, qui est dans la salle, faisait la remarque sur la notion de pardon. Pardon, est-ce que c'est pardonner, donc ça sous-entend qu'il c'est en lien avec une faute. Est-ce que c'est enfin, moi, en tout cas, je ne me sens pas capable de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du tort. Est-ce que est-ce à dire que la résilience appartient à une race de héros, ou c'est à la portée d'un certain nombre d'élites, ou est-ce que c'est n'importe qui, même moi, petit médecin du travail, est-ce que je suis capable de pardonner ou pas? Alors, le pardon, c'est pas quelque chose d'inatteignable. Et pardonner, ça ne veut pas dire que tous vos pires ennemis doivent devenir vos meilleurs amis et que vous devez les inviter dans votre maison à dîner sur le pavillon. On est bien d'accord là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il faut recommencer les mêmes schémas et subir des personnes qui sont toxiques pour soi. En fait, pardonner, c'est tout simplement pardonner la situation. En fait, c'est s'apaiser par rapport à cette situation. C'est le contraire de la colère. C'est-à-dire essayer de transformer cette colère ou cette haine qu'on a en quelque chose de constructif, et de se dire, ça sert à rien, ça alimente rien d'être en colère ou d'être haineux ou de vouloir le pire pour les autres. En revanche, donc vraiment, si vous avez des pensées de pire par rapport à des personnes ou à des situations, ça ne vous fera pas grandir, ça ne vous aidera pas à avancer, parce que vous serez toujours dans le passé. Et ça vous tiendra derrière, ça vous tiendra à ressasser quelque chose d'épouvantable. Si en revanche, vous arrivez à pardonner la situation à défaut de la personne, ou à vous pardonner vous-même de ne pas avoir réagi comme vous auriez aimé réagir pour éviter d'être dans cette situation, à ce moment-là, vous êtes dans cette notion de pardon qui n'est pas du tout une notion sainte, qui n'est pas de super-héros ou de sainteté, où on va réussir à faire des choses qui sont impossibles. Et en fait, on peut avoir un curseur de pardon. C'est complètement mon point de vue. Vous avez le droit, tous, autant que vous êtes, de ne pas être du tout d'accord avec moi, mais je continue dans mes convictions. Et c'est aussi ça, la résilience, c'est d'assumer ce qu'on pense et d'assumer ce qu'on dit et de l'expliquer, et après de laisser les autres ne pas être d'accord avec soi aussi. Ça aussi, c'est l'acceptation. Et pardonner aussi nos erreurs, nos fautes, nos travers, notre humanité, et de se dire qu'on peut avancer avec ça. Mais le pardon, c'est vraiment de se dire, oui, j'ai vécu ça. Oui, ça a été compliqué. Oui, la personne m'a fait un mal épouvantable. J'en ai eu des séquelles pendant des années. Oui, j'ai eu du mal à m'en remettre. Oui,
je ne me relève pas encore complètement. Mais là, je suis passée à autre chose. Et tout ça, ça m'a servi à grandir autrement, à apprendre des choses sur moi, à me rendre compte que finalement, je suis forte, alors que je croyais que j'étais très faible. Et c'est ça le pardon, c'est de repositiver derrière et de ne pas alimenter des éléments qui vous font rester en arrière. La résilience, à vous entendre, c'est une réponse adaptée au traumatisme, aux épreuves et tout ça. D'accord. Est-ce que dans ce sens-là, c'était un état transitionnel ou est-ce que c'est un état permanent ou pas? Oh, c'est une bonne question. Je pense qu'on pourra aussi en parler avec Erwan, je pense tout à l'heure. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un… Et comme je le disais, qu'on est dans de l'action, et c'est forcément en mouvement. La résilience, elle ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que si on croit qu'on a réussi et qu'on s'endort sur cette résilience, si on a un sujet extrêmement précis, elle peut très bien la colère peut revenir, la haine peut revenir. Il faut être toujours en mouvement. Et c'est pour ça que le dernier point que j'ai développé, c'était le fait de rebondir et d'avancer. Si on s'arrête, on peut reculer. Donc, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire d'être en speed tout le temps, d'être stressé. Il faut prendre son temps. On est dans le temps quand même. Il n'y a pas de time, il n'y a pas de délai pour ça. Il faut vraiment essayer de faire les choses comme elles doivent être et aussi de se pardonner le fait de retomber. De se pardonner le fait d'aller moins bien. On n'est pas des super-héros, vous l'avez dit tout à l'heure, Vin. Vous avez dit, est-ce qu'il faut être un super-héros pour pouvoir pardonner? Non, on n'est que des humains et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est. Mais ce qu'on est, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Et apparemment, selon Marie-Paul, le pardon est très, très relié à la culture judéo-chrétienne. Oui, certainement. Mais pourquoi on ne l'apprendrait pas si elle nous fait avancer? Après, on n'est pas obligé d'être judéo-chrétien, mais le concept est intéressant. Le concept est intéressant, mais encore une fois, pas dans la flagellation, pas dans là je me punis pour que l'autre pardonne. Parce qu'il y a un côté judéo-chrétien qui est un petit peu plus dans la culpabilité et j'ai pas envie de nourrir cette notion-là. Si c'est une notion qui est positive, elle me va. Et s'il y a un autre mot qui convient beaucoup mieux à tout le monde, trouvons-le, cet autre mot, soyons créatifs et trouvons autre chose pour pas dire pardon qui a une connotation trop judéo-chrétienne. Mais dans l'idée, c'est ça en tout cas, c'est d'aller de l'avant et de couper un petit peu les chaînes qui nous retiennent. La résilience, finalement, c'est quoi? C'est une aptitude? C'est un gène? C'est un virus qui nous a contaminés? C'est quoi, finalement? C'est à la portée de tout le monde ou c'est seulement, encore une fois, seulement une petite catégorie de personnes au monde qui pourraient être résilients? Non, tout le monde peut être résilient. Tout le monde peut être résilient à son niveau, à son rythme, par rapport à son état de fatigue, de stress, de peur, de maladie, de drame. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement, il n'y a pas d'échelle de traumatisme, il n'y a pas d'échelle de valeur, il n'y a pas d'échelle de pire ou de peur. On est tous différents, nos histoires sont différentes. Donc, par rapport à ça, on peut tous être dans la résilience, dans l'avancée. Et quand tout à l'heure je disais il faut trouver des solutions, c'est peut-être même ne serait-ce que le désir de trouver des solutions, c'est un début de résilience parce qu'on se met dans une posture d'action. On peut tous rebondir et avancer à son rythme, sans se mettre la pression trop haute, sans comparer aux autres non plus. Essayer juste d'aller mieux. En fait, c'est d'aller mieux petit à petit et d'aller bien et d'aller très bien et de faire comme on peut. On retombe quelquefois, mais on avance toujours. Et dans le process de résilience, est-ce que de mémoire, hein, encore de mémoire, on nous a appris on nous a mis dans la tête que le fait d'écrire ou de raconter ses épreuves et comment on a surmonté les épreuves pourrait être aussi une démarche de guérison? Alors moi, là, vous prêchez une convaincue, puisque moi, je l'ai fait effectivement sur mon livre sur le harcèlement moral. Oui, mais encore une fois, c'est pas la seule chose. Bien sûr que le fait d'écrire, ça permet d'être dans la résilience, de comprendre, d'accepter et puis d'essayer de changer les choses. Mais certaines personnes n'aiment pas écrire, donc ce sera au moins d'en parler à quelqu'un. Et si c'est pas ça, certains vont faire des dessins, vont dessiner aussi leur souffrance de façon abstraite ou extrêmement concrète. Tous les moyens de créativité qui sont à notre disposition pour pouvoir être dans la résilience sont les bienvenus. Et si c'est chanter, chantons. Et si c'est danser, dansons. Tout est possible à partir du moment où on peut exprimer par son corps, par sa voix, par ses sens, des éléments qui vont nous permettre de sortir d'une situation traumatique qui nous empêche d'avancer, quels que soient nos outils. Et ça, c'est à portée de tous. Et on n'est pas obligé de le faire en public, on peut le faire pour soi.
Anne, dans la salle, nous fait la remarque qu'elle elle est résistante à la résilience. Donc, est-ce que c'est la faute à ses parents, à son éducation ou pas? Alors là, moi, je pourrais pas dire comme ça, résistante à la résilience. Ça aussi, c'est une question, je pense qu'on pourra partager avec Erwan aussi, parce que je dirais que déjà de s'en rendre compte, il y a déjà un début de réflexion autour de ça. Et puis si, Anne, vous dites que vous êtes résistante à la résilience et que vous vous posez cette question, mais que vous êtes avec nous ce soir, c'est que ça vous intéresse et que vous en avez l'envie. Donc, si vous en avez l'envie, déjà, vous êtes en train d'avancer. Et je ne pense pas que… Alors, il peut y avoir des raisons. Il ne faut pas trouver de cause ou de responsable, et non pas vos parents et non pas vous, surtout pas. En revanche, accepter le fait que jusque-là, ça n'a pas marché, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est le premier jour où ça va pouvoir se mettre en place par des petites actions, par des petites choses. En tout cas, le sujet vous intéresse. Si vous n'avez pas encore trouvé les outils convaincants, les mots convaincants, ou la bonne définition, ou la bonne démarche, ça va venir puisque vous cherchez, vous allez trouver. Parfait. Donc, si on devait garder en mémoire, Anne-Véronique, la recette magique pour être résilient. La recette magique oui, voilà, c'est la résilience face aux épreuves. Il faut faire quoi? Il faut accepter la situation qu'on a vécue, qu'elle soit, encore une fois, personnelle, professionnelle, liée à la crise ou à autre chose. Il faut accepter. Ne pas être dans le déni. Il faut relativiser les choses, toujours essayer de comparer avec des choses qu'on a bien faites. Il faut se fixer des objectifs réalistes et des petits pas, des petits objectifs. Essayez pas de courir un marathon si vous n'avez pas couru depuis 10 ans. Vous ne donnez pas cet objectif pour l'année prochaine. Faites les choses petit à petit parce que sinon, vous n'allez pas y arriver et du coup, vous serez déçus. Donc, il faut c'est une image, mais dans l'absolu, vraiment être sur des objectifs réalistes. Communiquer, exprimer les choses, en tout cas avec vos proches. Si vous êtes en souffrance, en plus, si vous avez besoin d'aide, et ça on peut le rappeler aussi dans le cadre de cette rencontre, c'est que vous avez quand même des professionnels de la santé qui sont autour de vous et qui sont là pour vous aider si vous avez des soucis. Donc vraiment, profitez-en et faites appel à eux parce qu'ils ont des solutions pour tout le monde, et pas que physique, hein, on est sur du psychologique aussi, de l'accompagnement global. Il faut que vous soyez positif, mais sans excès. Si vous n'y arrivez pas, essayez d'être un petit peu moins négatif au départ et petit à petit, d'essayer de rentrer sur une phase, une démarche positive. Et il faut dire merci. Je trouve que c'est un bon exercice, pas tout le temps à tout le monde, mais un petit peu de merci pour soi et pour les autres, ça fait beaucoup de bien et ça donne de la chaleur. D'être créatif et de ne pas se brider sur sa créativité. Et on n'a pas besoin d'être un grand peintre ou d'être un grand chanteur ou d'être un grand écrivain pour pouvoir chanter, dessiner, écrire. Il faut juste oser utiliser tous les outils qui sont à notre portée pour pouvoir exprimer les choses. Maintenez le lien avec vos collègues, avec votre entourage. Et pas que par télé, pas que par écrit, parlez-vous. La voix, c'est vraiment quelque chose d'important. Pardonnez, donc on en a parlé. Si vous trouvez un meilleur mot, je le changerai. En tout cas, acceptez que le passé est le passé. Ne l'oubliez pas, mais regardez devant. Et regarder devant, c'est rebondir et avancer. Et voilà ce que, pour moi, la résilience permet de faire. Alors, je me rappelle toujours d'une remarque d'une patiente qui me disait quand j'étais interne que la voix, pour elle, c'était comme une caresse sonique. Tout à fait, ouais. C'est joliment dit, hein? Oui, c'est très très bien dit et c'est vrai que c'est ça. Et d'ailleurs, on peut se sentir très agressé par une voix. Non, la voix, elle passe énormément de messages. Et même dans les silences, on ne parle pas de l'importance des silences, mais quand on discute avec quelqu'un qui est en souffrance ou que nous, on exprime des choses, on essaye de ne pas laisser de blanc et pourtant les blancs parlent. Vraiment, il y a des moments où il y a besoin de rien dire parce que ça permet de réfléchir à la phrase suivante. Il ne faut pas tout le temps être dans la précipitation. Et donc, la voix, le son de la voix, le rythme et les silences aussi autour comptent. Je vous donne les résultats du sondage à la question « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» Très bien à 14%, et vous avez le droit d'être très bien en ce moment, bien à 63%, à 18%, je ne me sens pas bien, et ne se prononce pas à 5%. Tout cela pour vous rappeler que pour les personnes qui ne se sentent pas très bien en ce moment, vous avez le droit aussi de ne pas vous sentir bien. Hein, c'est une période très, très complexe.
absence de visibilité, même à court terme, donc c'est normal. Faites appel à nous. Vous avez vos accès à nos médecins du travail, à nos professionnels de santé. Vous avez aussi, nous avons mis en place avec CRISUP depuis le mois de mars une ligne téléphonique 24/7. Vous avez accès, vous, dirigeants d'entreprise, et bien sûr, vous, salariés, suivis par nos équipes. Donc, n'hésitez pas. On est là pour vous conseiller, pour vous aider et pour vous soutenir. Hein. Nous sommes là pour ça. Alors, merci Anne-Véronique, restez avec nous. Bien sûr, merci. On voit clairement au travers de l'intervention d'Anne-Véronique qu'une des questions fondamentales en période de crise concerne notre faculté, notre appréhension du changement. Mais comment cela se passe-t-il dans notre cerveau quand on est face au changement, surtout quand c'est subi et non pas choisi? Est-ce que notre cerveau est configuré pour faire face à cela? Et on va peut-être poser la question à Erwan, qui est un grand spécialiste en neuromanagement et neuroexpertise. Merci Vin. Et alors je vais faire montre de gratitude pour commencer. Merci beaucoup Anne-Véronique pour ta présentation qui était vraiment complète, et j'ai pris plein de notes. En fait, je crois que je vais revenir aussi sur un certain nombre de points clés parce que qui sont absolument essentiels. Alors Vin, pour répondre à ta question sur le changement, et derrière le changement, c'est quoi la notion? Évidemment, c'est l'incertitude. Et évidemment qu'on est baigné dans un océan d'incertitude depuis déjà un bon moment, bien avant le Covid, mais il y a eu une accélération, évidemment, depuis 8 mois. Et il faut se dire une chose, pour commencer, en fait, retenez une chose par rapport au fonctionnement du cerveau, c'est que le cerveau déteste l'incertitude. Dès que notre cerveau va détecter des foyers d'incertitude, des menaces ici et là, il va employer toute son énergie disponible à combattre ces incertitudes. Donc, évidemment, c'est ce qui se passe depuis plusieurs mois. C'est aussi puissance 10 avec la puissance de feu des médias, des réseaux sociaux, etc., qui toute la journée, 24 heures sur 24, polluent notre cerveau, le rend totalement stressé à longueur de journée. Donc ça a des traductions évidemment neurobiologiques. Alors le changement, cette dimension fondamentale, eh bien autant le dire, malheureusement, on n'est pas forcément configuré naturellement pour appréhender le changement de façon ouverte, bienveillante et enthousiaste. Vous savez, le cerveau, il n'aime rien d'autre que la routine, que se réfugier derrière ce qu'il connaît, derrière ce qu'il sait faire. Et ça se comprend parce que quand vous travaillez d'une certaine façon, eh bien, vous avez des réseaux neuronaux en fait, qui se mettent en place et qui se consolident par la répétition. Donc, si vous avez travaillé pendant 5 ans d'une certaine façon, et si j'arrive, je suis votre N+1 et je vous dis, bon, eh bien, à partir de demain matin, on va travailler totalement différemment, eh bien, évidemment que je vous mets en souffrance. Alors, une fois que l'on m'a dit ça, est-ce que ça veut dire qu'on est incapable de changer? Bien sûr que non. Et c'est bien un paradoxe d'ailleurs du cerveau. Vous savez, le cerveau a quelques petits paradoxes. On adore nos routines, mais le cerveau se détruit de la routine. Et pour avoir un cerveau en bonne santé, pour avoir un cerveau qui va se développer, eh bien, il faut aller vers les apprentissages. Il faut apprendre, il faut être curieux, curieux des choses, curieux des êtres. Donc, le changement a cette vertu, en fait, de rendre notre cerveau opérationnel, créatif, etc. Donc, il ne faut pas avoir peur du changement, il faut essayer de l'initier, de l'anticiper. Mais on revient à une dimension fondamentale qui a été dite par Anne-Véronique, c'est est-ce que c'est subi ou alors est-ce que c'est choisi? Si c'est subi, le circuit cérébral de la menace va se mettre en action et donc en conséquence, on va soit être inhibé, soit on va être agressif, soit on va partir en courant. Si en revanche, c'est souhaité, là, on va avoir des processus en fait attentionnels qui seront de bien meilleure qualité. Au lieu d'être en réaction, on va être en proaction. Donc là, c'est tout cet équilibre au niveau du cerveau, sur lequel on doit travailler. Et un point, je vais relever peut-être 2-3 petits points qui m'ont paru très importants tout à l'heure. Alors, d'abord, la résilience.
c'est un état, c'est un processus, etc. C'est quoi? Ben oui, la résilience, évidemment, la résilience, ce n'est pas un bouton on-off. La résilience, c'est un processus dynamique qui va donc se transformer au fur et à mesure de notre vie, de nos expériences, des épreuves que tôt ou tard nous serons obligés de traverser. Donc, c'est une question de processus. Alors, une question aussi essentielle qu'on pose souvent, est-ce que c'est finalement, est-ce qu'il y a une dimension quand même un peu génétique dans tout cela, ou alors est-ce que c'est purement environnemental? Alors, c'est une question sur laquelle les neuroscientifiques continuent de travailler. Il y a, pour la résilience comme pour bien d'autres fonctionnements cérébraux, il y a effectivement probablement des prédispositions d'ordre génétique. Je dis bien des prédispositions d'ordre génétique. Mais, une fois que l'on a dit ça, il faut tout de suite aller vers l'environnement, c'est-à-dire vers cette capacité que nous avons à travailler sur notre cerveau, à l'entretenir, à le rendre plus fort, plus performant, et donc à initier ces processus dynamiques, en particulier de résilience. Donc on est, même si on a des prédispositions génétiques, on est tous en capacité de développer des processus résilients à notre rythme. Comme l'a dit si justement Anne-Véronique tout à l'heure, ce n'est pas un concours de héros. La résilience, ce n'est pas celui qui fera le malin en disant « tiens, moi, je suis le plus fort ». Ça n'a rien à voir avec ça. La résilience, c'est un processus, encore une fois, un travail sur soi de long terme. C'est un petit peu, comment je vais dire, voilà, c'est pas sexy en soi. C'est-à-dire qu'on va faire ce travail au jour le jour, on va progresser au jour le jour. C'est aussi une question très forte d'humilité derrière tout cela, hein. Il n'y a pas de baguette magique. Tout à l'heure, tu demandais s'il y avait une recette magique. Alors, il y a des présupposés, il y a des actions, comme l'a très bien décrit Anne-Véronique, il y a des choses à faire, des choses à mettre en place, mais il n'y a pas de baguette magique. Voilà. Et je suis déçu, je pensais que c'était le panacée des super-héros, moi, la résilience. Non, et alors, tiens, ça, c'est une excellente question. Parce que dans les médias, et moi quand j'interviens dans les médias, on me pose toujours la question, les médias ont cette tentation en fait de résumer les hyper résilients à des espèces de héros. Philippe Croison, le héros qui a fait ceci, etc. etc. C'est une erreur. D'abord, c'est une erreur manifeste. Les hyper résilients, on n'est pas des héros. On est des personnes à qui il est arrivé des choses peut-être un petit peu hors normes, et qui, de ce fait, avons dû développer des mécanismes d'adaptation. On a dû faire face. Mais en aucun cas, il ne s'agit d'héroïser les résilients. Parce que le danger, il y a deux dangers si on héroïse en fait les résilients. C'est que d'abord, ce n'est pas vrai. D'abord, ce n'est pas vrai. Donc, c'est une erreur absolue. Mais le danger le plus important, c'est que si vous expliquez que tel ou tel, ah oui, mais lui, c'est un hyper résilient, ah oui, mais lui, c'est pas quelqu'un comme nous, c'est un héros, eh bien, vous allez laisser sur le quai de la gare 99% de la population qui va se dire, bah, c'est bien gentil leurs histoires de résilience, mais c'est pas pour moi. Moi, je sais pas faire, moi, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Donc, il faut en finir avec cette idée de l'héroïsation des résilients. La résilience n'est pas un concours de héros. Ça, c'est très important. Claire dans la salle nous pose la question, est-ce que la résilience ne se révèle qu'à l'épreuve des épreuves ou des traumatismes? Alors, j'allais dire oui, malheureusement. J'ai fait une émission dernièrement sur laquelle Christophe André est intervenu sur cette question-là. Et en conclusion, il disait, mais quel dommage que l'être humain soit obligé d'être confronté à de telles épreuves, de telles difficultés pour développer ces processus de résilience. Ce serait si magique de pouvoir développer ces processus de résilience sans être touché en plein cœur. C'est vrai? C'est vrai que, vous savez, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fonctionnement routinier. Quand il ne vous arrive pas grand-chose, regardez par exemple, regardez notre pays depuis 3 générations. Bon, il y a eu des difficultés ici et là, mais enfin, nous n'avons pas connu de guerre sur notre sol, nous n'avons pas eu de difficultés majeures, j'allais dire. Eh bien, quand on est dans ce modèle-là, malheureusement, on ne va pas les creuser en soi, on ne va pas aller chercher en soi des forces insoupçonnées, parce qu'on ne va pas en avoir besoin.
Et en plus, si il n'y a pas beaucoup de transcendance autour de nous, si par exemple la seule transcendance collective, c'est de consommer, c'est d'acheter la dernière voiture, etc., eh bien évidemment, la conséquence de tout cela, c'est que la dimension du sens, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes sur Terre? Pourquoi vous vous levez le matin? Toutes ces dimensions qui sont fondamentales vont s'écrouler. Et nous allons nous vulnérabiliser. Et c'est bien ça qui se passe aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui c'est si compliqué de faire face à cette situation de Covid? C'est parce que, d'une certaine façon, depuis un certain nombre de générations, nous avons perdu nos défenses, nos capacités de rebond, de défense naturelle. Sans vouloir minorer ce que nous vivons depuis 8 mois, si on dézoome et si on regarde les 3 derniers siècles, je ne remonte même pas aux autres, une période plus large, mais on a vécu des crises autrement plus importantes. Autrement plus importantes. Vous croyez que la grippe espagnole, c'était... Donc, aujourd'hui, on voit bien que on est très vulnérable, on ne sait pas tellement comment réagir, et moi, je peux vous le dire aussi d'un double titre. J'ai passé des années et des années dans les pays en guerre. Je me souviens, par exemple, quand j'étais en Afghanistan, les Afghans avaient une capacité en eux de résilience absolument extraordinaire. Mais pourquoi? Parce qu'ils vivaient la guerre depuis des générations sur leur sol. Donc, quand on se réveillait le matin, eh bien, on ne savait pas si on allait se coucher le soir. Voilà. Et quand vous intégrez ça à votre fonctionnement, eh bien, évidemment, votre comportement et votre fonctionnement neuropsychologique, évidemment, va évoluer. Alors, Dieu merci, nous ne sommes pas dans les situations que je viens de décrire. Mais aujourd'hui, quand même, on est un petit peu dépourvu en matière de capacité de rebond, et donc il faut travailler dessus. Et il faut absolument, la notion fondamentale, c'est de revenir au sens. Vous savez, les crises ont ceci de particulier qu'elles permettent de revenir à l'essentiel. On se pose des questions pendant les crises qu'on ne se poserait pas hors crise. Et ça, c'est une opportunité extraordinaire. Donc, moi, je suis, sans être oui et sans faire des incantations un peu douteuses, mais je considère que les crises sont des opportunités absolument extraordinaires de se transformer, de transformer son rapport à soi, son rapport aux autres, de transformer sa spiritualité aussi, qui va bien au-delà de la religion, son rapport à la vie, son rapport à la mort, toutes ces dimensions absolument fondamentales. Les crises ont des vertus exceptionnelles, et encore une fois, je parle en connaissance de cause, sur 40 ans d'une vie où voilà, les crises ont émaillé ma vie de façon très importante. Donc il faut essayer de retrouver cet appétit de sens, et si on arrive à faire cela, eh bien, on aura transformé notre souffrance en victoire, on aura transformé cela en utilité. Et vous savez, je suis très bavard, mais un point très important dans la résilience, on a parlé d'acceptation, on a parlé de toutes ces notions qui sont si importantes. Et on a parlé d'oubli tout à l'heure. Mais il ne faut jamais oublier un trauma. Il faut le digérer. C'est-à-dire qu'il faut transformer la représentation mentale que l'on va se faire du trauma pour pouvoir continuer, et parfois encore mieux, pour pouvoir rebondir derrière et faire des choses que nous n'aurions jamais faites. Donc, il ne s'agit pas d'oublier. Moi, je vais vous donner un exemple qui m'est très personnel. J'ai eu le malheur de perdre beaucoup de gens de très proches dans ma vie, et depuis mes premières années. Je pense à eux tous les jours. Tous les jours. Je ne les oublierai évidemment jamais. Mais je me sers de ces traumas pour essayer de transformer toute cette souffrance en utilité aux autres, pour apporter aux autres, pour apporter cette expérience que j'ai pu avoir de la résilience. Et quand on arrive à faire cela, on n'oublie rien, mais on donne du sens. Et on se dit aussi que par rapport à ces personnes qui sont parties un peu trop tôt, voire beaucoup trop tôt, eh bien, d'une certaine façon, on est à la hauteur du travail que finalement on est amené à faire. Donc, c'est vraiment cela, la question de la résilience, et à côté de ça, la question de la croissance post-traumatique, c'est-à-dire que
on va croître, on va grandir, non plus en dépit ou malgré les traumas, mais grâce aux traumas. C'est cette notion, justement, je voulais vous questionner là-dessus. Lors d'une émission, je crois que c'était sur France Inter, à laquelle vous avez participé, il y avait cette notion de croissance post-traumatique. Et ça me rappelle quelque chose, en fait, de mémoire, lorsqu'on vous a appris la résilience, il y avait deux phases. Dans la deuxième phase de la résilience, il y a d'abord, on encaisse l'énergie cinétique, on se déforme pour absorber le choc. C'est des notions physiques. Après, derrière, on transforme cette énergie afin de pouvoir rebondir et retrouver la forme physique d'avant. Est-ce que ça correspond à ça? Le rebond, est-ce que ça se résume en la croissance post-traumatique ou pas? Oui, alors vous savez en fait qu'il y a toujours aussi des effets sémantiques, un petit peu de mode dans les médias, c'est-à-dire qu'on a tellement parlé de résilience depuis un an qu'aujourd'hui effectivement on parle de croissance post-traumatique. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Effectivement, si on veut résumer à gros traits, on dirait que la résilience c'est le retour à l'état initial, c'est-à-dire exactement ce que tu viens de dire au niveau de l'énergie cinétique, c'est-à-dire qu'on revient en fait à la situation avant trauma. Et la croissance post-traumatique, ce serait un cran plus haut. C'est-à-dire que non seulement on est revenu à la normale, mais on a progressé, en fait, on a entamé un nouveau cycle de développement et de croissance grâce au trauma. Et cela vraiment, j'insiste là-dessus, c'est du travail. C'est du travail sur soi. Au quotidien, c'est un peu même laborieux parce que qu'est-ce que ça veut dire, c'est du travail? Ça veut dire que ça englobe à la fois le fait de prendre soin de son cerveau, de le renforcer, d'arrêter de le maltraiter. Donc ça, c'est quoi? C'est le sport, l'alimentation, la méditation, le sommeil, évidemment, le rapport à la nature. C'est toutes ces notions, en fait, fondamentales de notre mode de vie qui vont impacter directement sur le fonctionnement et la structure de notre cerveau. Donc, quand vous mangez, quand vous dormez, quand vous méditez, vous transformez votre cerveau. Le cerveau est dynamique. On parle de cerveau dynamique. Donc, cette transformation-là au quotidien, elle est absolument essentielle. Ce renforcement de votre cerveau, il est absolument essentiel. Et puis, je le disais tout à l'heure, ce travail sur vos représentations mentales. Prenez un exemple très précis. Vous avez dans votre entourage une personne qui a un cancer. Vous avez deux personnes atteintes d'un cancer. Vous allez voir la première qui est complètement démolie, qui n'arrive plus à retrouver en fait une capacité comme ça de rebond. Et puis vous voyez la seconde qui va bien. Qu'est-ce qui différencie les deux? Eh bien, la différence, c'est que la seconde aura transformé la représentation qu'elle se fait de sa maladie pour non plus être prisonnière de cela, mais pour s'en extirper et pour essayer de rebondir et d'aller mieux. Et on sait très bien que dans le second cas, ses chances de survie et de succès face à la maladie grandiront très nettement. Il y a eu beaucoup d'études de corrélation entre le mental et l'évolution de ce type de maladie. Je pourrais dire la même chose sur les maladies neurodégénératives et autres. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. L'autre chose, et j'ai beaucoup aimé, Vin, quand vous avez parlé du beau tout à l'heure, aujourd'hui, on est en situation compliquée. Anne-Véronique l'a mentionné tout à l'heure, il y a une dégradation de la situation mentale des Français qui est réelle. Entre fin septembre et mi-novembre, on est passé de 10 à 22% des Français qui ont des troubles dépressifs. Parmi ces 22% de Français qui ont des troubles dépressifs, une grande partie avec des idées suicidaires. Donc, on arrive à des chiffres qui sont quand même d'une très grande gravité. Alors, aujourd'hui, il faut être pratico-pratique. C'est-à-dire que les grands discours, la théorie, etc., c'est formidable, mais il y a un moment donné, quand on est en crise, on est en crise. Donc, il faut réagir de façon très précise, très pratique, très efficace. Donc, la première chose que vous avez à faire, tous, c'est vous couper les flux anxiogènes. Télé d'information, information continue, réseaux sociaux. On n'a pas besoin d'écouter 3 heures ou 4 heures par jour BFM TV ou CNews ou je ne sais quoi pour être informé. Ça pollue notre cerveau, ça provoque des altérations cérébrales, ça augmente notre niveau de stress, donc ça remplit notre cerveau de cortisol et le cortisol va finir par attaquer nos neurones. Donc il faut couper
avec ces flux anxiogènes. Donc là, comment on fait? D'abord, vous allez les identifier. Et là, à la main, vous écrivez qu'est-ce qui me stresse dans la vie du matin, midi et soir. Vous les identifiez et ensuite, vous les éliminez. Quand on est en situation normale, on peut se permettre d'avoir le luxe de faire un peu n'importe quoi avec son cerveau. Quand on est en situation de crise, il faut aller vers une forme de sobriété neuronale, il faut aller à l'essentiel. Donc, première chose, couper les flux anxiogènes. Et tout le temps que vous allez récupérer en coupant les flux anxiogènes, vous allez l'allouer justement à la recherche du beau, c'est-à-dire que vous allez nourrir votre cerveau de jolies choses, de belles choses qui vont avoir un effet direct sur votre neurobiologie. La musique, les arts, la nature, l'amour. Tout à l'heure, on parlait de l'écriture, par exemple. Alors, une chose exceptionnelle avec l'écriture, quand vous écrivez, vous dressez en fait un récit cohérent de votre histoire. C'est pour ça que l'écriture est si importante. C'est-à-dire que vous allez, au travers des lignes, vous allez finalement trouver une certaine logique à ce que vous avez traversé. Donc au début, c'est un peu façon puzzle, vous êtes un peu perdu et le fait de passer par l'écriture va donner une forme de rationalité à tout ça. En tout cas, vous allez pouvoir construire un récit cohérent et donc apaisé. Parce que c'est ça la question de la résilience. On a tourné un peu tout à l'heure autour des notions de pardon, etc. Mais en fait, derrière tout ça, la question fondamentale, c'est de retrouver une forme d'apaisement, une forme de compassion, une forme d'auto-compassion. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous êtes dans ces phénomènes de croissance post-traumatique, vous allez vous transformer. Donc, vous allez trouver des forces insoupçonnées, mais vous allez aussi beaucoup mieux apprécier, comprendre, connaître et voir aimer vos fragilités. Et il faut en finir avec ce monde où tout le monde va bien, où il y a ce masque social, où on dit oui, oui, moi, tout va très bien, et puis on rentre chez soi et on finit en pleurant toute la nuit. Il faut en finir avec ce monde-là. Ça suffit, c'est pas la réalité. Donc, il faut aller vers beaucoup plus d'authenticité, de vérité, de sincérité. Et là encore, cette période si particulière que nous traversons nous donne une opportunité exceptionnelle d'arrêter de jouer aux bons élèves et d'être davantage nous-mêmes. Et en étant davantage nous-mêmes, on se rendra service d'abord à chacun et on rendra service à la société. On aura enfin un fonctionnement sociétal qui sera beaucoup plus fondé sur des échanges réels et sincères au lieu d'avoir toutes ces histoires de masques sociaux qui n'ont aucun sens quand on y pense réellement. Erwan, concrètement, comment je pourrais demain donner un peu de rêve à ma responsable comptable qui est en plein dans le budget et l'atterrissage? Moi, un chef d'entreprise, ou moi, salarié, ou moi, représentant du personnel. Oui. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil afin de pouvoir traverser ces temps un peu complexes en ce moment? Alors, moi, je donne pas du rêve aux gens. J'adore le rêve. Hein. Quand je veux rêver, je vais écouter de la musique ou je vais regarder des films. Mais ce que je vous conseillerais, pardon, Vin. Erwan, juste oui. S'il te plaît, si vous pouviez répéter ma question, parce que je crois que Pascal et Marie dans la salle n'entendent pas mes questions. D'accord. Donc, la question, c'était qu'est-ce que je peux finalement demain matin aller dire à ma comptable? Comment je peux peut-être lui donner un peu de rêve pour essayer de rebondir tous ensemble? Et puis, qu'est-ce que je peux lui donner comme conseil? Donc, moi, ma réponse, c'est en fait, moi, je ne parle pas de rêve. Je parle de sens et d'utilité. La responsabilité entière des dirigeants aujourd'hui et des managers aujourd'hui, c'est de donner du sens au travail de leurs équipes, c'est-à-dire d'arriver à expliquer et à convaincre leurs équipes que leur travail, à eux, a un sens très important et s'inscrit dans le global au collectif. C'est-à-dire que quand vous donnez du sens aux gens, quand les gens savent pourquoi ils se réveillent le matin et pourquoi ils vont peut-être faire 1 heure ou 2 heures de transport en prenant un certain nombre de risques, si derrière tout ça, ils savent pourquoi ils sont là, ils vont le faire.
et ils iront plutôt bien. En revanche, s'il n'y a pas de sens, s'ils ne savent pas à quoi bon, à quoi ça sert, eh bien là, vous allez perdre les gens. Et vous allez avoir ce que Seligman a développé sous le concept d'impuissance apprise. Vous savez, l'impuissance apprise, c'est quoi? C'est quand, en fait, vous faites face à des situations, vous avez le sentiment d'avoir aucun moyen d'action, de rien pouvoir empêcher, et en plus, votre action ne sert à rien. Alors là, je peux vous dire, vous êtes sûr de perdre les gens. Donc, votre collaboratrice, il faut travailler avec elle sur la notion de sens de sa fonction, et il y a du sens dans toutes les fonctions, quand on y réfléchit vraiment. Et puis ensuite, il faut lui dire, maintenant, il faut qu'on s'engage ensemble dans un projet pour essayer d'être moins maltraitants avec nos cerveaux respectifs, pour essayer de les renforcer. Et là encore, on arrive tout de suite au mode de vie. Alors, je sais bien qu'en France, je comprends pourquoi d'ailleurs, les DRH le disent toujours, oui, non, mais il faut scinder la vie professionnelle, la vie privée, on est obligé de faire une séparation, etc. Oui, enfin, moi, je veux bien, mais on n'a qu'un seul cerveau. Donc, on pourrait faire une séparation si on prenait un nouveau cerveau à 8 heures le matin et si on allait le mettre au frigo à 8 heures le soir. On n'a qu'un seul cerveau. Donc, il faut bien comprendre que tout ce que l'on va faire au niveau personnel pour ou contre son cerveau aura un retentissement immédiat sur son épanouissement professionnel, sur son efficacité professionnelle, in fine, sur son niveau de performance. Donc, il faut arrêter en France d'opposer de clous. Si vous êtes c'est pas épanouissement versus performance. Si vous êtes épanoui, vous avez beaucoup plus de chances d'être performant. Donc, il faut traiter les choses dans la globalité. Et là, il y a, encore une fois, beaucoup de choses à faire. Erwan, vous qui êtes tous les jours au chevet des entreprises, dans le cadre de vos activités d'accompagnement pour tout ce qui est neuroexpertise, neuromanagement, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pratique, de bonne pratique justement, qui a éveillé votre attention dernièrement? Oui, alors il est très frais. Il est de quelques jours. En fait, j'ai accompagné Engie sur un programme en fait qui est absolument formidable. C'est eux qui l'ont monté de A à Z. Et en fait, ils ont sur 3 mois, ils ont monté un certain nombre d'ateliers sur les dimensions de la santé, sur les dimensions du plaisir, sur les dimensions du partage, sur les dimensions des passions aussi. Et alors, pourquoi leur programme est aussi séduisant, c'est qu'ils l'ont co-construit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été acheter un truc de l'extérieur. Ils se sont dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire entre nous? Qui est fort sur quoi? Toi, tu fais du yoga. Tiens, très bien, tu vas aller venir, tu vas nous parler de tes cours de yoga. Toi, tu fais de la méditation, de la pleine conscience. Très bien. De la cohérence cardiaque, très bien, etc., etc., etc. Et donc, ils ont co-construit leur projet, leur programme. Et évidemment, quand vous co-construisez, eh bien, l'appropriation est beaucoup plus forte. On en revient toujours à la même question. Soit vous subissez et les choses vous sont imposées, soit vous êtes proactif et vous construisez. Donc là, dans ce cas-là, ils ont co-construit. Donc, très forte appropriation. Et puis, un point essentiel. Dans les périodes de crise, les deux ennemis, c'est l'inaction ou la procrastination. Donc, il faut aller vers l'action. Et quand vous allez vers l'action altruiste, c'est-à-dire une action engagée, empathique, qui sert à quelque chose, et si en plus ça sert à vos collègues de bureau, eh bien là, c'est puissance 10. Et là, au niveau neurobiologique, votre cerveau, il est inondé de dopamine, de sérotonine, d'ocytocine, etc., etc. Donc, vous modifiez votre équilibre neurobiologique. Et pour la petite histoire, et ça, c'est une particularité du cerveau qui est absolument exceptionnelle, vous savez, si, par exemple, vous construisez votre vie sur la seule satisfaction de petits plaisirs hédoniques, de consommateurs, vous achetez telle ou telle chose, etc., vous aurez des petits shoots de dopamine. Donc, vous aurez un petit état vous serez plutôt pas mal. Mais vous aurez un phénomène qui s'appelle l'habituation hédonique, qui va arriver très rapidement, c'est-à-dire que finalement, eh bien, tous ces petits achats répétés auront de moins en moins d'effets neurobiologiques sur votre cerveau et donc finalement, votre niveau de plaisir, il va chuter. C'est tout à fait normal, c'est parce que les réseaux de neurones en fait associés à cette dimension hédonique
d'achat, en fait, vont finir par se fatiguer, vont être moins réceptifs et donc il y aura moins d'effets. La seule activité humaine qui ne subit pas cet effet d'habituation hédonique, c'est quand vous êtes utile, c'est quand vous aidez les autres. Vous pouvez aider les autres toute votre vie, vous serez nourri au niveau neurobiologique de la même façon. Et ça va même être croissant, pour être plus précis. Donc, là encore, on n'est pas du tout chez les oui-oui ou dans les incantations vaguement moralisantes. On est dans la science. Et il faudrait en France, ce serait très important quand même, qu'on arrête de considérer toutes ces notions-là. Tout à l'heure, Anne-Véronique parlait de la pensée positive, par exemple, ou de la gestion émotionnelle. Il faudrait qu'on arrête de regarder toutes ces dimensions avec un petit rictus, vous savez, de quoi, en disant oui, bon, enfin ça c'est pas très important, ça la pensée positive, oui, bon, ça on s'en fout un peu. Moi, je croise parfois des dirigeants qui sont comme ça. Et après, je leur explique. Et vous savez quoi? Eh bien, à la fin de l'explication, ils viennent me voir et me disent, mais Erwan, on a dû te paraître totalement ignorant, on a dû te paraître totalement imbécile, en fait. On ne savait pas. Et évidemment que je dis, mais comment voulez-vous le savoir? Est-ce que vous avez eu un jour dans votre vie un cours de cerveau? Non. Vous êtes dirigeant, vous dirigez des équipes, vous devriez donc connaître parfaitement le fonctionnement du cerveau, le vôtre et celui des équipes. Or, vous n'y connaissez rien. Mais encore une fois, là, je ne vais pas leur jeter la pierre. Moi, il a fallu une lésion au cerveau pour que je m'occupe de mon cerveau. Donc, je suis peut-être le plus mauvais élève. Mais encore une fois, aujourd'hui, ce n'est pas une question de savoir qui est bon ou mauvais élève. Aujourd'hui, la question, c'est de se dire, OK, pratiquement, comment on fait pour se remettre en ordre de marche et comment on fait pour aller vers cette fantastique aventure de la connaissance de son cerveau dont on a tout à gagner, individuellement et collectivement. Parfait, merci Erwan. Avant de continuer sur les questions, parce qu'on en a quelques-unes, et surtout, dans quelques jours, nous allons clôturer cette année. Une année que certains qualifient d'annus horribilis. On va vous poser la question, comment vous sentez-vous pour l'année 2021 à venir? Donc, vous allez pouvoir voter. Très optimiste, plutôt optimiste, pas vraiment optimiste, mais alors pas du tout optimiste, ou alors de façon neutre. Je vous rappelle qu'il y a des vaccins russes et chinois qui vont arriver la semaine prochaine. Hein, donc voilà, c'est peut-être que ça modifie un peu votre perception pour 2021. Non, blague à part, blague à part. Alors, 48% de plutôt optimiste, pas vraiment optimiste à 31%, très optimiste à 2%, neutre à 14%. Intéressant. Alors, plutôt optimiste à 50%, 49%, pas du tout optimiste à 4%. Donc, si on prend les 2% de très optimistes et plutôt optimistes, on est à 51%. 15% sont neutres. 30% voient un peu en noir. Et puis ceux qui voient vraiment très, très en noir, qui voient du noir, 4%. Peut-être une réaction par rapport à ça, si vous me permettez. Allez-y, allez-y. Alors, en fait, ça pose la question du biais que l'on peut porter sur les choses. Et ça pose la question de notre responsabilité personnelle à tous. Quand on porte un biais positif sur les choses, et encore une fois, pas un biais sorti de nulle part, un peu bisounoursien, je ne sais quoi, non, simplement une approche a priori positive sur les choses. On modifie notre neurobiologie. On modifie, on transforme de l'intérieur notre cerveau. On va par exemple densifier la partie de l'hippocampe qui est très important pour les apprentissages. On va un petit peu réduire la densité neuronale du complexe amygdalien qui est la zone des peurs, etc. Donc ce biais positif sur les choses transforme notre fonctionnement et notre structure cérébrale. Et non seulement cela, mais
par des effets dont Anne-Véronique a parlé tout à l'heure de contagion émotionnelle, nous allons transformer notre rapport à l'autre. Il n'y a pas que le Covid qui est contagieux, il y a aussi les émotions positives. Donc, ça renvoie à notre propre responsabilité personnelle de dirigeant, d'équipier, mais aussi, je vais vous dire, de mari, de femme, de papa, de maman. Quel message vous voulez transmettre à vos enfants? Posez-vous cette question-là. Si, par exemple, ils vous voient toute la journée en train d'être vraiment pessimiste, négatif, etc. Alors, je ne veux évidemment pas, vous avez bien compris que l'idée n'est pas de culpabiliser. Je sais bien que quand on est dans un état comme ça d'anxiété généralisée, on ne le maîtrise pas, on ne le souhaite pas. Mais se pose quand même aujourd'hui, et en particulier dans notre pays, et j'insiste sur cette dimension-là, en particulier sur notre pays, la dimension un petit peu comment dire, d'exemplarité de chacun. Si on dézoome par rapport au Covid, depuis 20 ans, dans toutes les études internationales, la France est un des pays les plus pessimistes au monde. La France est un des pays où on s'oppose le plus au monde. La France est un pays où les dirigeants sont le plus contestés, où les élites sont le plus contestées, où le mouvement anti-vaccin est le plus contesté. Il faut dézoomer parce qu'il y a une logique dans tous ces éléments que je viens de vous donner. J'aurais pu vous en donner bien d'autres. Donc, il est aujourd'hui de notre responsabilité à chacun d'essayer de transformer un peu tout cela et de revenir à une appréhension de notre pays, de notre vie en société, un peu plus positive, un peu plus engageante, un peu plus enthousiaste. Et je vous dis ça après avoir vécu 10 ans dans des pays en guerre. Donc, je peux faire la différence. Et je peux vous dire que malgré tous nos défauts, malgré tous nos manques, malgré un certain nombre de choses, nous avons une chance inouïe d'habiter dans un pays comme la France. Donc là, il y a vraiment aujourd'hui une espèce de mouvement de fond optimiste, volontaire, à engager. On ne peut pas se satisfaire de décomptes macabres comme on le voit depuis 8 mois. C'est l'affaire de tous, c'est en particulier probablement l'affaire de nos dirigeants qui devraient avoir un autre discours à mon sens, mais au lieu de conspuer tout le monde, interrogeons-nous chacun individuellement sur la question fondamentale de se dire qu'est-ce que je peux faire moi dans ma maison, dans mon quartier, dans mon entreprise, à mon tout petit niveau. Je pense que c'est vraiment une question essentielle. Et vous savez, en économie, on parle de prophétie auto-réalisatrice. Vous savez que la confiance est très auto-réalisatrice. Et donc, quand on se met comme ça dans une disposition mentale engagée, déterminée et positive, eh bien, on a un effet direct sur le cours des événements. Une question, Erwan. Marie nous fait la remarque. Certains profils ne se sentent pourtant jamais aussi bien que dans l'incertitude et le changement. Ces personnes peuvent être précieuses en cas d'épreuve commune. Est-ce que la crise pourrait être un révélateur de ces personnes-là? Alors, c'est une excellente question. Les crises sont toujours des révélateurs. Je suis sûr que chacun de vous qui écoutez notre séminaire depuis le début, vous avez été surpris par des comportements de personnes dans votre entourage professionnel ou personnel. Je suis sûr et certain que depuis 8 mois, vous allez dire « Oh, bah dis donc, celui-là, j'aurais jamais cru ça. » C'est là dans tous les sens. D'ailleurs, il y a souvent des surprises. Les crises sont des révélateurs. En fait, la vraie nature, je pense que la nature profonde, hein, au sens spinozien, la nature profonde, je pense que peut-être elle se montre davantage quand on est confronté comme ça à des situations ultimes et des situations de crise. Alors, c'est vrai que certaines personnes se sentent plus à l'aise dans ces schémas-là. Alors, je pense que c'est très lié à une dimension d'expérience. Pour vous dire les choses, je ne suis pas loin de faire partie de ces personnes. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans une première partie, enfin, dans une première compréhension, en tout cas, malheureusement, j'ai vécu tellement de crises dans ma vie que je suis habitué. Je suis habitué aux crises. Je sais comment aborder ces moments-là, etc. Et c'est vrai que pouvoir rendre, en fait, cette expérience et pouvoir, à mon tour, être utile et donner du sens à toute cette souffrance, eh bien, moi, j'en suis ravi.
Et ça donne encore plus de sens à ma vie. Donc, de façon très égoïste, d'une certaine façon, je pourrais dire qu'effectivement, dans les périodes de crise, je suis plus utile, donc je suis plus épanoui. En revanche, il faut quand même être au clair sur un point, c'est que ce n'est pas la majorité des gens. Et heureusement que la majorité des gens n'a pas dû traverser des épreuves insupportables tout au long de leur vie. Et là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, quand même à des dimensions un petit peu plus, comment dire, historique, ce qui s'est passé dans nos pays respectifs. Et c'est vrai que là, la France aujourd'hui est un pays fragile, très clairement sur ces dimensions, sur notre capacité à encaisser des chocs, à encaisser des traumas. Nous sommes un pays fragile. Claire nous pose la question, c'est aussi pour Anne-Véronique, parle-t-on de flexibilité, d'adaptabilité face aux épreuves ou parlons-nous de résilience? Quelles sont les différences? Ah ben, c'est une bonne question. Vous avez 15 minutes, Anne-Véronique. Non, mais c'est toujours une question de vocabulaire. Vous m'avez dit flexibilité. Adaptabilité, oui. Ah oui, mais l'adaptabilité, la flexibilité peuvent nourrir la résilience. La résilience, c'est ça et tellement d'autres choses. Je crois qu'en plus, Erwan nous l'a vraiment bien expliqué là pendant son intervention. Et c'est vrai que je pense que la flexibilité, l'adaptabilité en font partie. Mais il y a aussi tout le reste. Il y a aussi le fait d'être dans l'action, le fait d'être dans l'apaisement, le fait d'être… Voilà, toutes ces notions en plus. Mais Erwan, oui. qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être ajouter une dimension en fait par rapport à cela. C'est que, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, le cerveau, il aime maîtriser, il aime être en domaine de maîtrise et il aime la routine. Le grand challenge et le grand défi qui se pose à nous aujourd'hui et qui est certes accéléré par le Covid, mais qui était existant avant, c'est que nous devons changer cela. C'est-à-dire que nous devons de nouveau redevenir des apprenants, c'est-à-dire des individus qui vont passer leur vie à s'adapter. Et aujourd'hui, c'est quasiment une obligation tellement le monde est complexe. Et encore une fois, parfois on met beaucoup de choses sur le dos du Covid et cette notion-là, elle était préexistante bien avant le Covid. Et donc, on doit, ce que disent les Américains, changer de mindset, c'est-à-dire d'état mental, c'est-à-dire au lieu d'avoir un fixed mindset, c'est-à-dire un état un peu figé de sachant, on doit chacun d'entre nous, on doit devenir des apprenants. Donc, c'est pas simple, ça nécessite un travail sur soi, ça nécessite un certain nombre de conditions, mais, et c'est là encore une fois où il faut insister là-dessus, c'est que c'est formidablement ludique et marrant de redevenir un apprenant. Et quand on redevient un apprenant, eh bien, on retrouve une certaine forme d'enthousiasme, d'humilité, de non-jugement, de se dire tiens mais comment je vais me sortir de ce truc-là, et ça devient presque un jeu en fait de réagir à l'adversité. Et alors ça ne se fait pas encore une fois, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas avec une baguette magique, mais c'est possible et c'est ça qui est intéressant. Et au fur et à mesure de votre travail, tout à l'heure Anne-Véronique parlait de la stratégie des petits pas, c'est exactement ça, le cerveau il fonctionne par petits progrès. Mais au fur et à mesure de ces petits progrès, vous allez modifier votre rapport à l'autre, vous allez modifier votre rapport au travail, etc. Et là, vous allez rentrer vraiment dans une dimension qui est bien plus intéressante, de vous transformer, de vous réinventer, d'essayer de faire les choses différemment. Et on en revient toujours à la question fondamentale. Derrière tout cela, eh bien, vous passez d'un état où vous subissez, et parfois où vous subissez, souvent d'ailleurs, à un état où vous allez être beaucoup plus en contrôle, être beaucoup plus dans la proposition, et évidemment que pour votre santé neuronale, cérébrale, évidemment que les effets seront extrêmement positifs. Autrement dit, Erwan, pardon, si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça, parce que du coup, ça m'a donné plein d'idées et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que finalement, la plus grande peur, le pire ennemi de la résilience, c'est la peur.
Et on a tous des peurs différentes, mais c'est ça qui nous empêche d'avancer et qui nous empêchera d'être dans une action de positive, d'apaisement, de compréhension. Et je pense que le premier travail qu'on peut faire, nous, pour arriver à ça, c'est d'identifier nos peurs. C'est de se dire, voilà, mais qu'est-ce qui m'a empêché? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'y arrive pas? Qu'est-ce qui fait que je peux plus? Et quand on connaît sa peur, déjà, on peut faire le tour de cette peur. On peut la regarder à 360 degrés. On peut déjà prendre de la distance par rapport à elle. Elle peut être énorme ou finalement pas si compliquée que ça, mais déjà, on peut la définir et du coup, on peut avancer. Et finalement, tout ce que vous avez dit, c'est super passionnant et on pourra en parler des heures. Et le premier truc pour moi, c'est trouver ses peurs. Trouvez-les vos peurs. Les peurs et les croyances limitantes. Vous savez, tout ce que vous avez entendu depuis vos dîners du dimanche midi où vos parents vous disaient de toute façon, oh bah elle ou lui, oh bah c'est pas un créatif, oh bah non, bah alors lui, là. Oubliez tout cela. Oubliez vos croyances limitantes, foncez. Il n'y a qu'un moyen de les oublier, c'est l'action. Plongez-vous dans l'action. N'attendez pas, aussi ça c'est très important, n'attendez pas d'avoir toutes les réponses avant de vous plonger dans l'action. Si vous attendez d'avoir toutes les réponses, vous ne bougerez pas d'un centimètre. Allez-y, les réponses viendront au fur et à mesure. Mais allez-y, plongez dans l'action. Oubliez le regard social, oubliez ce que les autres pensent de vous. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, je suis conférencier et tout ça dans les neurosciences, etc. Je l'ai fait parce que j'ai eu une lésion au cerveau. Je n'ai pas étudié une seule minute de médecine. Je travaille comme un fou 7 jours sur 7, cette matière qui me passionne depuis 10 ans. Avec des grands spécialistes. Mais au début, je vais vous dire, quand j'ai imaginé développer cette activité, mais tout le monde m'a dit, en France, mais tu n'es pas neurologue, qu'est-ce que tu vas aller faire ça? Et sur une autre partie de ma vie, je suis peintre. On me disait à l'époque, on me disait, mais tu n'as pas fait les beaux-arts. Et sur une autre partie de ma vie, quand je négociais au niveau international dans les pays en guerre, on me disait, mais tu n'as pas étudié le droit international. Eh bien non, je n'ai pas étudié le droit, je n'ai pas fait les beaux-arts et je ne suis pas neurologue et je m'en fous. Et je continue à travailler et à être passionné. Donc, oubliez vos croyances limitantes, oubliez ces petites voix autour de vous pour sans cesse vous ramener à votre condition. Pourquoi devriez-vous vous résumer à une seule chose? C'est ça le problème et c'est ça la question finalement philosophique derrière tout cela. Et cette crise du Covid, elle a cette vertu exceptionnelle de nous faire nous poser des questions philosophiques sur le rapport à la vie, à l'action, à la mort, etc., que nous ne saurions jamais poser. Donc, il faut en profiter. Béatrice nous a cité une citation justement qui résume ce que vous avez dit, hein, Erwan. Il l'a fait parce qu'il ne savait pas que c'était impossible. Exactement, exactement. Et à mon tour, je voudrais vous citer une citation et je vous encourage d'ailleurs à lire cet auteur. Alors, on a parlé de Boris tout à l'heure, Cyrulnik. Alors évidemment, Christophe André, toutes ces personnes qui font un bien fou aujourd'hui à notre société, mais je voudrais vous parler peut-être de quelqu'un qui est un tout petit peu moins connu, qui s'appelle Viktor Frankl. Viktor Frankl, c'est un neuropsychiatre autrichien qui a eu une destinée incroyable. Il a perdu la quasi-totalité de sa famille dans les camps de concentration. Lui a été un des seuls survivants de sa famille, et ensuite il a développé cette théorie existentialiste, c'est-à-dire de se dire on peut se guérir de tout par le sens, en trouvant du sens à son action. Et je vous cite vraiment une phrase qui est très très courte. Il est possible de trouver un sens à l'existence même dans une situation désespérée où il semble impossible de changer son destin. L'important est de faire appel au potentiel le plus élevé de l'être humain, celui de transformer une tragédie personnelle en victoire, une souffrance en réalisation. Et c'est bien cela la question qui est fondamentale aujourd'hui, c'est que nous devons tous, pour nous et pour ceux que nous aimons et pour ceux avec lesquels nous travaillons, etc., nous devons faire appel à ce potentiel le plus élevé de l'être humain. Et donc, nous devons nous couper de tout ce qui va nous tirer vers le bas pour simplement concentrer notre temps, notre énergie, nos capacités à essayer de progresser ensemble. Il est là le vrai défi. Sinon, comme disait Camus, le risque est que la société se défasse sous nos yeux. C'est un vrai risque aujourd'hui et
je pense un petit peu connaître ces risques pour les avoir vécus très longtemps dans d'autres pays. Donc, ce serait très, très présomptueux de penser que nous sommes à l'abri de tout parce que nous sommes la France. Nous sommes à l'abri de rien, mais encore une fois, notre destin collectif dépend aussi de nos comportements individuels, à chacun d'entre nous, à notre échelle. Merci, Erwan. Avant de prendre une dernière remarque, une question, je vous invite à répondre à notre sondage justement pour notre feedback sur votre niveau de satisfaction pour ce sujet d'échange. Et puis surtout sur la partie technique, parce qu'apparemment, il y a Marie et Pascal qui m'ont pas du tout entendu depuis le début. Alors, la dernière question, c'est Soufena qui nous pose cette question. Comment créer cette résilience alors qu'on intègre le monde du travail en période de crise? Est-ce que Erwan ou Anne-Véronique, ou les deux, est-ce que vous pourriez aider Soufena à répondre? Oui. Tu veux commencer, Anne-Véronique? Oui. C'est vrai que c'est des questions tellement pertinentes parce que c'est tellement compliqué de commencer à travailler dans cette période-là. Et je veux dire, c'est vraiment un exemple incroyable, mais je pense qu'ils vont réussir à développer aussi une capacité d'adaptation. L'avantage qu'ils ont déjà, enfin que vous avez si vous commencez à travailler dans cette période-là et que vous n'avez jamais travaillé avant, c'est que finalement, il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemplarité, donc forcément, il n'y a pas de limite par rapport à où on ne s'empêche pas, puisqu'on ne va pas se dire, ça se passait comme ça avant, donc je vais plus savoir le faire. Tout est nouveau, donc finalement, ce côté nouveau peut vous aider à passer. Maintenant, je pense que la meilleure chose à faire pour moi, c'est de parler. C'est d'exprimer les choses et surtout si vous êtes dans une situation où la crise sanitaire vous oblige à travailler à distance, vous êtes loin de vos nouveaux collègues, vous prenez un nouveau poste, vous n'êtes pas sûr de vous, c'est la première fois que vous travaillez, vous avez besoin de l'aide des autres et ils ne sont pas à côté de vous, d'oser les appeler, communiquer, demander des conseils. En tout cas, vraiment, ça sera vraiment le plus important pour pouvoir sortir de cette période-là. Après, elle ne va pas durer comme ça tout le temps, on va réussir à retravailler plus proches les uns des autres, mais c'est vrai que là, ça va être un peu, c'est compliqué effectivement de commencer comme ça. Pour moi, le premier conseil, c'est de parler, en tout cas de vos limites, et de provoquer des échanges. Alors, de mon côté, moi, je vous donnerai 3 conseils. Le premier, qui n'a rien à voir avec la crise, investissez sur votre cerveau. Travaillez autour de votre mode de vie. J'ai parlé du sommeil, de l'alimentation, du sport, de la méditation, du rapport à l'autre, du contact à la nature, etc., etc., etc. Ça, c'est comme le marathonien qui, avant de faire sa course de marathon, va s'entraîner et faire des tours de piste. Donc ça, c'est l'essentiel, c'est la base. En France, on a malheureusement trop tendance à toujours être dans la réaction, à toujours être dans le soin. On ferait mieux d'être un tout petit peu plus dans la prévention. Et la meilleure façon d'activer ces processus de résilience, c'est de se préparer avant la crise. Première chose. Deuxième chose, plongez-vous dans l'action. Même si vous n'avez pas toutes les données, etc., même si, etc., c'est pas grave. Retenez une chose, vraiment, le pire, c'est de procrastiner. Donc, plongez-vous dans l'action résolue, vraiment, sans évidemment vouloir grimper l'Everest du jour au lendemain, mais l'action est vraiment très importante. Et la troisième dimension dont j'ai parlé tout à l'heure, le sens, c'est le sens qui va nous sauver. Aujourd'hui, nous sommes tellement vulnérables parce que nous avons perdu la question du sens. Nous ne savons plus pourquoi nous faisons corps, nous ne savons plus pourquoi nous faisons société. Et il faut bien le dire aussi, depuis 2-3 générations, toutes les transcendances un peu que nous avions collectives se sont effondrées. Donc le marché est arrivé et a occupé le terrain, c'est-à-dire je consomme donc je suis. Eh bien, cette crise doit nous permettre de revenir à des choses beaucoup plus essentielles, de solidarité, de relation à l'autre, de recherche de sens de son action individuelle et collective. Et donc, si vous activez ces 3 dimensions, renforcez votre cerveau, plongez-vous dans l'action et recherchez du sens, eh bien là, vous allez voir que vous vivrez la crise de façon totalement différente.
Une dernière chose, et puis on va se quitter parce que là, nous avons dépassé allègrement de 20 minutes de notre intervention. Anne-Véronique, est-ce que vous pourriez juste en 2 mots réexpliquer ce qu'est CRISAP? Bien sûr. Alors, CRISUP, c'est un cabinet de gestion de crise humaine. Et en fait, nous avons plusieurs pôles, toujours dans le souci d'améliorer d'améliorer le quotidien des salariés et d'accompagner les entreprises. Donc, un pôle avec un accompagnement psychologique qui va permettre, donc en tertiaire, c'est-à-dire vraiment en état d'urgence, de pouvoir apporter une écoute et un soutien à des salariés qui sont dans une souffrance personnelle ou qui sont dans une souffrance liée à la crise, liée à une maladie personnelle, au départ de quelqu'un, au décès de quelqu'un au niveau de l'organisation. Et puis même, on peut avoir aussi des gestions de crise par rapport aux attentats, par rapport à tout ce qui fait que la vie devient compliquée à un moment donné. Ensuite, on a tout un pôle formation où on va accompagner les organisations en termes de prévention des risques psychosociaux, en gestion d'agressivité quand on est en contact avec des clientèles, par exemple, un peu plus compliquées, mais une multitude de formations qui sont possibles avec tout ce qui va toucher aussi à l'accompagnement, à l'écoute active, à donner des outils en fait pour aider les managers et les salariés à pouvoir vivre le mieux possible et collaborer le mieux possible ensemble. On a un pôle de qualité de vie au travail qui va permettre aussi également d'accompagner les entreprises bien en amont de tout ça et de permettre de construire avec eux des outils, des éléments, des chartes pour faire en sorte que l'organisation et l'aménagement du travail se passent le mieux possible, et un pôle sur la prévention des risques psychosociaux où on va accompagner les organisations qui pourraient se retrouver face à un conflit interne sur 2 personnes ou des groupes. Et donc là, ça va être des analyses, des audits, des enquêtes, des médiations. Voilà, donc vraiment toujours dans l'objectif pour CRISUP d'accompagner les organisations et les salariés pour améliorer le quotidien et le travail collectif. Merci Anne-Véronique. Erwan Devez, un petit mot sur Neuroperformance Consulting? Non, je préfère conclure en fait sur vous. En fait, vraiment, faites-vous confiance. Vous avez toutes les capacités pour gérer, pour mieux vivre et pour rebondir derrière ces épreuves. Et en particulier, je voudrais juste peut-être m'adresser à ceux qui se sentent le plus en fragilité aujourd'hui. Vos pensées d'aujourd'hui, les pensées négatives que vous pouvez avoir ne vous résument pas. Vos pensées sont simplement l'expression d'un contexte qui n'est pas facile. Donc, ayez confiance en vous, ayez bien conscience que vos pensées vont se transformer. Et elles pourront d'autant plus se transformer que vous prendrez soin de vous. Un caractère tout à fait singulier des résilients, ce sont des gens qui prennent énormément soin d'eux au travers de leur mode de vie. Donc, vraiment, engagez-vous, lisez, et essayez de vous couper de tout ce qui vous pollue, et vraiment, vous pourrez vous en sortir et vous pourrez aller beaucoup mieux. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. Et un dernier mot, c'est que moi, je suis à votre disposition sur LinkedIn ou par mail, etc. Donc, c'est toujours un plaisir d'échanger après ce genre de session. Je suis à votre disposition. Anne-Véronique et Erwan, un grand merci. Vous avez été très, très convaincants parce que le niveau de satisfaction, alors c'est vraiment à la Poutine, hein. C'est très, très satisfait à 90%, satisfait à 10%. Donc, je vous laisse imaginer les choses. Demain, à mon avis, on va m'accuser d'avoir modifié ou manipulé les chiffres. En tout cas, un grand merci à vous deux. Merci, grand merci aux auditeurs qui nous ont rejoints. Merci pour votre confiance. Merci aussi à l'ensemble de mes équipes qui m'a aidé à organiser tout ce webinaire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On aura 3 webinaires la semaine prochaine. Il y aura un sujet sur la santé de nos dirigeants. Il y aura aussi un échange sur la consommation de l'alcool et le travail. Et le troisième et le dernier volet de l'année, ce sera le Covid-19 et tous les impacts en entreprise. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à 18h43 une bonne soirée, un grand merci et puis à très vite. Merci à tous. Merci beaucoup.